Hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, je vous propose un numéro entièrement consacré au design français. Papier imprimé, doré et surtout pressé, Laurent Nog dompte ce matériau plus costaud qu'il n'y paraît. Attention aux formes et aux couleurs, l'harmonie et la praticité sont les mots d'ordre de Inga Sampé. Bienvenue chez elle. Terminez les meubles suédois de l'enseigne bleu et jaune, bonjour design d'exception. Des découvertes stylées en plein cœur de la capitale. Des insectes qui grimpent sur une étole, une baleine style planche anatomique sur un mur, c'est Michael Caillou qui est aux manettes. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. Ouvrez bien les yeux car vous pourriez au détour d'une rue apercevoir les créations du street artiste Grégos. Si les murs ont des oreilles, avec lui, ils ont désormais un visage. Qu'il tire la langue face grise mine ou semble vous donner un baiser, ces drôles de minois se cachent dans les recoins de la capitale mais aussi tout autour du monde. Si vous passez par Angers, vous apercevrez peut-être cette drôle de bâtisse à mi-chemin entre une bicoque ensorcelée et un vestige architectural. Ici, colombage et drôle de statues partagent le même toit depuis 1491. À vous de débusquer le couple d'amoureux, le centaure ou encore le petit malin qui monte ses fesses. Une information critique et engagée, claire et illustrée, c'est la revue Dessinée. Ce trimestriel présente enquêtes et reportages d'actualité sous forme de BD et strips créés de concert par des binômes de journalistes et dessinateurs. Tous les 3 mois, on découvre l'actualité défrichée, mais aussi des dessins originaux. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire la presse. Lisa Junius, son dada, c'est la poterie et c'est l'indispensable du jour. C'est dans un univers stylisé aux accents bleus et blancs que se découpent silhouettes et visages de femmes. Vous pouvez toujours vous en servir comme bol à cacahuètes, mais nous, on préfère les accrocher au mur comme des œuvres d'art. Le vieux service en porcelaine peut aller se rhabiller. Envolé vers le pays de Laurent Nog, ici le papier n'a plus de secret. Pas d'origami au programme, mais des impressions qui défient la loi de la 3D. Pousser les portes de cet atelier du 12e arrondissement, c'est assister à un curieux bal de machines. Chacune d'elles a une fonction bien particulière, car ici, plusieurs savoir-faire cohabitent en harmonie au service de la création, insufflée par Laurent Nog, créateur graphique en gaufrage et marquage à chaud. Le gaufrage étant la technique qui permet de déformer, de mettre en relief principalement sur papier, et la technique de marquage à chaud étant la technique d'impression des effets métalliques avec un véritable dépôt d'une feuille métallique. La technique du gaufrage et du marquage à chaud vous paraissent abstraites, alors on vous explique. Pour le gaufrage, il faut un dessin gravé en négatif et en creux, car c'est ce creux qui va créer du relief. Une fois la gravure positionnée sur le marbre supérieur de la machine, vient l'étape du moulage. Le moulage consiste à un mélange de plâtre et de colle qui est appliqué sous la gravure. Et là, par pression successive, nous allons monter les reliefs comme n'importe quel autre moulage jusqu'à ce que les éléments soient secs à cœur, qui nous permettent de pouvoir procéder aux pressions sur le support papier et d'arriver à déformer le papier. Cette technique de gaufrage est infinie et Laurent l'explore sans cesse. Il est d'ailleurs sorti des sentiers battus en créant des livres tactiles permettant aux personnes malvoyantes une lecture en relief et une projection dans l'espace. Cette création innovante lui a valu en 2015 le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Et sous vos yeux, le moulage de la page 4 du dernier livre prend vie. Une fois la technique du gaufrage expliquée, c'est au tour du marquage à chaud, une technique similaire en plusieurs étapes, mais avec une différence majeure. On est un peu dans les mêmes process, sauf que l'outil est toujours en négatif, mais lui est en relief sur l'outil, et par pression et par chaleur, on va venir déposer le motif, tel un décalcomanie, sur la feuille. On n'utilise pas de fluide, pas d'encre. Non, c'est un petit peu, si vous voulez, l'évolution de la feuille d'or, parce qu'on vient déposer une véritable couche d'aluminium, teintée certes, avec un certain nombre de vernis pour ses effets divers et variés, mais une véritable couche de métal qui rend l'effet dorure, or ou argent.
Mais avant de pouvoir passer au marquage à chaud, il faut d'abord créer sa matrice. Donc matrice, le motif en négatif et en creux que je restitue en positif et en relief sur machine. Et par pression, je déforme le support, en général du papier. Maintenant qu'une matrice n'a plus de secret pour vous, direction l'atelier de gravure où le savoir-faire de la main et la technologie numérique composent en harmonie. Le dernier né des métiers, c'est la gravure. On a un laboratoire de gravure et ce laboratoire de gravure a vu le jour dans l'impression constante, je dirais, de l'évolution de l'écriture dans la technique. Et donc on a intégré la programmation en 3D qui nous permet de réaliser nos matrices nécessaires à la réalisation de nos gaufrages. Si les technologies numériques sont bien présentes dans l'atelier, les techniques ancestrales ne sont pas pour autant mises de côté. Alors, dans cet univers de gravure, j'oublie pas la main qui est la base de tous nos métiers. Et ce savoir-faire intégré à la gravure et aux outils numériques qui nous permet d'évoluer sur notre propre cœur de métier. Toujours en quête d'apprentissage et d'évolution, Laurent reste conscient que la pérennité de tous ces savoir-faire reste dans la transmission. On parle de main, on parle de savoir-faire, et le troisième pendant naturel, c'est la transmission. C'est-à-dire que ce sont des gestes que l'on apprend. Ces gestes que l'on apprend, il faut absolument les transmettre. C'est une question de vie de ces savoir-faire, mais surtout d'avenir. C'est rendre nos techniques pérennes, être là demain et puis continuer à évoluer. Et voilà, c'est le plus beau que l'on puisse demander. Car toutes ces techniques ne sont aujourd'hui plus enseignées et sans transmission sont vouées à disparaître. Lampe à clip, fauteuil cocooning, rangement plissé, ici technique et originalité se côtoient au service du design. On dit merci Inga. Ancienne résidente de la Villa Médicis et installée à Paris, le travail de la designer française Inga Sampé est international et surtout européen, car ses principaux éditeurs sont italiens et scandinaves. Ses créations sont simples mais pas simplistes et s'intègrent dans notre quotidien. Car le quotidien d'Inga, c'est d'imaginer des objets de la vie de tous les jours, attractifs tout en restant utiles. J'aime vraiment la vie quotidienne, j'adore le lundi matin, ce genre de choses. J'aime bien tout ce qui entoure une vie plutôt normale. Je ne suis pas du tout attirée par l'exceptionnel, le monumental. J'aime les petits objets qu'on manipule, le mobilier. J'adore les meubles pliants, par exemple. C'est pour ça que j'allais énormément aux puces quand j'étais adolescente, parce qu'on y voit les réminiscences d'une vie quotidienne normale, d'une normalité qui a disparu et qui nous paraît parfois un peu extraordinaire ou absurde, mais qui était une normalité très quotidienne. C'est cette volonté de valoriser les objets usuels et cette singularité qui a attiré Michel Rosé, avec qui Inga collabore depuis une dizaine d'années. Ensemble, ils ont créé toute une ligne de mobilier et notamment ce canapé ruché, devenu un best-seller. Inga, pour moi, c'est une rencontre très importante. Le fait qu'elle ne soit pas conventionnelle, que sa personnalité soit parfois même disruptive, mais qui permet justement des créations, je dirais, facilement identifiables, parce que pas connues du tout. Vous l'aurez compris, Inga adore tout ce qui touche à la vie courante et tous les objets l'attirent. Son grand rêve serait de confectionner des objets de quincaillerie, des vis ou une brouette. Mais en attendant, ce qu'elle adore imaginer, ce sont les lampes. J'adore faire des lampes parce qu'au sein de cette catégorie, contrairement au canapé par exemple, où on reste toujours dans les mêmes dimensionnements puisqu'on est lié au corps, avec les lampes on peut passer de tout petits objets à des objets monumentaux, ce qui fait qu'on reste dans une même typologie avec cette dimension étonnante qu'est la lumière. Il faut avoir un objet qui soit bien éteint et allumé, que la lumière elle-même soit bien agréable. C'est ce que j'adore à faire les lampes. Un design pour tous, mais également pour les champions, comme avec cette médaille imaginée pour le marathon de Paris. C'est un projet totalement à l'écart de ce que je fais d'habitude, c'est ça que j'adore. Et puis après, comme hier j'étais à l'arrivée du marathon, c'était drôle de voir tous ces gens qui
qui portait cet objet. Bon, il ne l'avait pas forcément choisi, il aurait peut-être voulu une autre médaille, mais d'avoir autant d'objets qu'on a dessinés qui soient autant concentrés autour de l'Arc de Triomphe. Et quand on fait du design mobilier, il est parfois compliqué d'évaluer les bonnes proportions. Alors Inga et son équipe font des maquettes, beaucoup de maquettes. Elles sont moches, mais elles nous aident. Ça aide vraiment à voir les volumes, ça aide à sortir de l'ordinateur où les proportions ont l'air bien, et puis on se rend compte qu'en vrai, ça ne va pas. Donc on fait beaucoup de maquettes en papier. Quand c'est des canapés, on fait des petites maquettes en tissu. Avant, je les rembourrais avec du couscous pour donner du gonflant, enfin du moelleux. Après, ils étaient mangés par les vers au bout de quelques années. Donc après, je les mettais au congélateur. Ça tuait les vers et on pouvait garder les maquettes. Des maquettes en carton pour les gros objets et des impressions en 3D pour les plus petits qui nécessitent une grande précision. C'est vraiment pour des détails techniques, je pense. Pour voir si un arrondi était bien, était agréable. Parce que même si ça a l'air arrondi sur l'écran, ça l'est peut-être pas forcément suffisamment pour que ça soit agréable quand on le manipule. Mais parfois, malgré les maquettes, les prototypes ne sont pas toujours comme Inga les avait imaginés. Ça peut être très choquant de voir un prototype. Parce que c'est vrai qu'on peut l'avoir vu en 3D, un petit peu comme les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et vous les trouvez un peu changés. Vous ne savez pas si c'est parce qu'ils n'ont plus de lunettes ou qu'ils ont coupé leur moustache. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas exactement comme dans votre souvenir. Et c'est très difficile de mettre le mot sur les choses qui ne vont pas précisément. On voit qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut trouver ce qui ne va pas et c'est pas facile. Enfin, moi, j'ai du mal. Bonjour Inga, merci de nous recevoir dans votre agence. Bonjour Katharina, bienvenue. Vous aimez bien vous entourer des choses vintage plutôt que des choses contemporaines? Avec ma mère, on se fournissait aux puces. Ce qui me semblait extrêmement logique. Et puis il y a plein de choix, il y a plein de choses différentes, amusantes, de qualité souvent. Et il paraît qu'à dos, vous avez une machine à coudre et vous cousez beaucoup. Peut-être vos propres vêtements, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, le textile, c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Je ne dirais pas que je maîtrise bien, mais, parce que je suis très mauvaise en coupe. Mais oui, c'est parce que c'est un moyen de transformer de la matière qui est accessible à beaucoup de gens, de coudre ou faire des choses en papier. C'est pour ça que je me suis intéressée au tissu. Avoir une machine à coudre, c'était l'occasion pour moi de fabriquer des choses. Alors, vous êtes toujours intéressée aux objets? Ah oui, je suis toujours très intéressée par les objets. Même jeune déjà, c'est quelque chose qui vous fascinait? Je me suis toujours intéressée aux objets. J'ai toujours été intéressée par les systèmes, les solutions qui ont été trouvées par des gens pour des objets qui nous entourent et qui ne sont pas du tout connus et on ne pense pas forcément à qui a inventé la pince à linge, par exemple. Et pour vous, le design, c'est vraiment les objets du quotidien? Pour beaucoup de gens, le design ne concerne que la décoration, des objets décoratifs. Une brouette est aussi designée, les interrupteurs sont designés, les arrosoirs aussi. Mais ce ne sont pas des objets qui sont médiatisés en tant qu'objets qui ont été designés. Ça s'appelle objet de la vie courante, vie pratique. Quand vous dessinez les objets, il y a la fonctionnalité, j'imagine que ça prime. Et l'aspect, trouver le juste équilibre, c'est ça aussi le design? Bien sûr, il faut faire un objet qui fonctionne, qui soit productible en série, ce qui est une contrainte technique, économique, industrielle très compliquée, et évidemment esthétique, innovant d'un point de vue formel. C'est tout un ensemble. Il paraît que vous avez un rapport très particulier avec la couleur. Vous êtes connu pour avoir des très belles couleurs, des demi-teintes, des nuances. Je n'aime pas tout ce qui est très basique, le premier rouge qui vient, le premier jaune qui vient, un petit peu comme dans l'univers enfantin, des jeux enfantins, où on a l'impression qu'il y a 4 couleurs qui existent. Et j'aime bien les couleurs qui sont un peu entre deux, les choses un peu indéfinissables. Et si vous regardiez en arrière, depuis vos débuts, est-ce que le design connaît une évolution en France? En France, oui. En France, avant, il n'y avait que des grosses entreprises et très très peu de petites entreprises, contrairement à l'Italie où c'est un foisonnement de petites entreprises, comme aussi en Scandinavie. D'ailleurs, c'est là que je travaille le plus, en Italie et en Scandinavie.
Et maintenant, il y a des petites maisons d'édition qui se sont créées. Est-ce que c'est vrai qu'il faut être très patient quand on fait votre métier? Parce que du dessin à l'objet, déjà, si on a la chance qu'il soit édité, il se passe quand même un certain temps. Ouais, et il y a aussi beaucoup de projets que vous imaginez qui sont abandonnés, qui ne voient jamais le jour, ou beaucoup plus tard. Oui, il faut être très patient, il faut être très tenace. Il faut avoir le caractère d'une tique, je pense. Sinon, ça ne marche pas. Parce qu'on dépend énormément de personnes, que ce soit les éditeurs, les fabricants qui ne sont pas forcément les éditeurs, c'est-à-dire les gens qui ont les usines. On dépend de cours du marché d'un matériau. Alors Inga, vous êtes donc, on va quand même définir, designer. Designer, c'est pas artiste, c'est pas artisan, c'est pas fabricant. Est-ce que en France, il manque un statut pour le designer? Le design n'est pas très connu, pas très bien perçu, on ne comprend pas. Est-ce que c'est décorateur, est-ce que c'est ingénieur? Toujours un peu perdu. On nous considère plutôt comme des ingénieurs, comme si nous étions rémunérés avec des salaires, alors qu'on est plutôt rémunérés aux royalties, un petit peu comme des écrivains. On produit quelque chose qui va être édité et ensuite on est rémunéré principalement sur un pourcentage sur les ventes. On n'a pas de statut adapté à notre activité. Merci Inga. De rien. Toutes les bourses ont le droit aux pièces déco les plus branchées. Repérage vous emmène découvrir les bonnes adresses d'un Paris sous le signe du design. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré les rues de la capitale à la recherche du Paris Design. Située dans la très prestigieuse rue du Faubourg Saint-Honoré, Piazza, maison française de vente aux enchères, accorde une place de choix au design. Et chez Piazza, le plus important, c'est avant tout de faire passer une émotion à travers leurs différentes sélections. L'identité de Piazza, elle passe surtout par une sélection, elle passe par un esprit, elle passe par des découvertes, elle passe pas obligatoirement par des prix absolument stratosphériques, elle passe aussi par qu'est-ce qu'on peut transmettre comme émotion à travers un objet, quel qu'il soit. Les choix audacieux de Frédéric Chambre et de ses équipes sont parfois de véritables coups de poker, comme avec la sélection de la dernière vente. Dans cette vente de design italien, vous avez un céramiste, Guido De Zan, que personne ne connaissait il y a encore 15 jours. Nous organisons une vente autour de son travail et nous allons essayer de transmettre, en définitive, cette passion qu'on a de son travail. Voilà. L'audace de Piazza a payé car la quasi-totalité des lots ont été adjugés bien au-delà des estimations. 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Non, merci beaucoup. À 1500, merci beaucoup, monsieur. À 1500, j'adjuge. Merci beaucoup, adjugé au 349. Et parfois, certaines ventes peuvent exploser, comme avec ce plafonnier estimé entre 20 000 et 30 000 euros, finalement adjugé à... Avec Eleonore au téléphone à 70 000, à 72 000, c'est bien vu, j'adjuge sans regret. Adjugé 72 000. Le design est présent partout et s'installe également dans vos espaces de travail. À 2 pas des grands boulevards, WeWork a installé son premier espace de coworking parisien. Dans cet immeuble des années 30, mobilier, décoration et architecture sont au service du travail collaboratif pour le plus grand bonheur des locataires. On a gardé un maximum de la structure années 30 du bâtiment, cette entrée monumentale en marbre, la verrière, la structure de l'escalier en marbre lui aussi, mais avec une forgerie laiton et fer qui est sublime. On a par exemple ce bar qui reprend les codes du design années 30 avec ce carrelage, les couleurs, ce verre, le damier et le laiton. Et l'idée c'est d'adapter le design et l'architecture à un espace de travail collaboratif, mais aussi qui soit un lieu de vie. Ici, plus de 400 startups se côtoient et profitent de l'aménagement design des bureaux qu'ils louent. Comme pour rendre les journées de travail plus agréables, la déco design a pris place dans les bureaux, les espaces communs et même jusque dans les toilettes.
Allez, maintenant, on vous emmène faire le plein de décoration. Et cette fois-ci, pas la peine d'avoir un budget XXL, il y en aura pour toutes les bourses. Flux, c'est un ensemble de boutiques situées en plein cœur du Marais. Ce concept store, c'est le repère de tous les amoureux du design et de décoration de la capitale. Une sélection de designers est faite quasi quotidiennement, de quoi satisfaire les impatients et les adeptes de la déco en masse. Ici aussi, la scénographie a son importance pour mettre en avant les différentes sélections présentes. Chaque boutique a sa particularité, mais tous les objets présentés ont un point commun. Ils sont tous issus de designers connus ou moins connus. Entre cabinet de curiosité et zoo urbain, Michael Caillou a dompté tous les supports et techniques créatives pour donner vie à ses créations enchanteresses. Entrer dans l'univers de Michael Caillou, c'est faire un voyage tout en poésie. L'artiste évolue au milieu de ses œuvres colorées, inspirées par la nature. Un univers qui lui colle à la peau et qui commence par un trait de crayon. Vers 4 ans, j'ai commencé à dessiner. Je dessinais partout. Ma mère me laissait dessiner absolument là où j'avais envie, parce qu'elle était plutôt cool et je crois qu'elle aimait ce que je faisais. C'était ma première fan. J'ai fait tout de suite un bac art appliqué. Et donc du coup après je suis rentré à l'école du Perret et j'ai fait mes 4 ans d'études pour avoir un diplôme supérieur d'art appliqué. À peine sorti de l'école, il crée son entreprise avec quelques camarades. Il travaille pour des bureaux de tendance, mais au bout de 10 ans, l'artiste se lasse de l'aspect commercial. Il veut revenir vers quelque chose de plus personnel et plus artisanal. Il décide de se former pendant 4 ans aux techniques de gravure. C'est au Musée des Arts Décoratifs que l'artiste a un déclic. J'ai découvert la pièce des bijoux permanents. Je rentre dans cette pièce et je vois un mur avec des peignes Lalique, André Lalique. Et là, je les vois au mur et je me dis, c'est fou, c'est tellement beau, ces bijoux, ça pourrait être des bijoux muraux. Et en fait, à partir de là, j'ai découpé une plaque de cuivre et là est commencé le concept de mélanger la gravure à l'eau forte et la découpe du métal. Un concept de détournement tout droit sorti de son imaginaire. Je les ai appelés bijoux parce que comme je découpe l'objet comme un bijou et que j'avais pas forcément envie de faire des vrais bijoux parce que c'était ma quête de faire quelque chose de moins commercial, enfin d'être dans quelque chose de sans concession commerciale, de faire des objets qui me plaisaient, donc comme des collections d'objets rares. Et donc du coup, ce concept, à la base, les gens ne comprenaient pas. Enfin, ils me disaient mais c'est quoi les bijoux muraux, mais ça sert à quoi? Justement, c'est quelque chose qui est à un endroit où il ne doit pas être. Fasciné par les arts décoratifs et l'art nouveau, Michael manie l'anachronisme à la perfection. Mes influences se mélangent. Et moi, j'aime bien mélanger des choses qui datent on a l'impression que ça date du XVIIIe siècle et des choses plus actuelles. Je m'amuse des fois à m'inspirer d'une vieille gravure que je vais détourner, que je vais simplifier. Et son univers, il l'applique jusqu'à la soie. Il y a 3 ans, Michael a créé une collection de foulards entièrement fabriqués en France. Des séries limitées, c'est-à-dire que je les imprime par 6 exemplaires de chaque modèle. Et en fait, je change régulièrement soit les couleurs, soit je fais des nouveaux modèles. Donc ça reste des produits rares. C'est vraiment du sur-mesure. En fait, c'est un produit, d'ailleurs tous mes produits design que je fais dans mes propres collections, ce sont souvent un rapport avec soit des artisans d'art par rapport à la papeterie, soit c'est des gens avec qui j'arrive à travailler et qui acceptent quand même d'être dans des notions de petite quantité, de séries limitées. Mais ne croyez surtout pas que le travail de Michael s'arrête là. Aucun support ne semble lui résister. Foulard, papier peint, livres pour enfants. L'artiste a même créé une collection de parapluies. Mais dites-nous, quelle sera votre prochaine cible ? J'aimerais bien travailler de la gravure sur le verre. C'est quelque chose qui pourrait, ça fait longtemps que j'en parle. Après, c'est une mise en œuvre qui est un peu plus compliquée. Je ne sais pas encore graver sur le verre, mais bientôt. Voilà. Un
Insatiable touche-à-tout, Michael Caillou n'a pas fini de nous faire voyager dans son monde fabuleux et haut en couleurs. Ce numéro spécial design est déjà terminé. J'espère vous retrouver très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye!